Bonjour à tous. Merci d'être présents. Nous démarrons cette première plénière sur la conférence sur l'intelligence artificielle avec Inetom. Et donc voilà, je laisse le micro entre les mains de ces experts qui sont venus là, qui vont se présenter. Et je vous souhaite une très bonne matinée. Merci. Alors, bonjour à tous. Expert comme ça, tout de suite, ça met un... on a la pression. Oui, la pression, on est un peu gêné. Mais on va déjà se présenter. Donc bonjour, moi je suis Isabelle Donato. Je travaille dans un groupe qui s'appelle Inetom. On va vous raconter très rapidement après ce que c'est. Et moi j'ai plusieurs métiers dans ce groupe-là, mais notamment je m'occupe d'animer un Fab Lab d'innovation, enfin plusieurs Fab Labs d'innovation. Je m'occupe aussi de vendre les solutions que l'on crée dans nos labs d'innovation et aussi de travailler sur tous les sujets d'acculturation de nos clients. Mais on a dans nos clients des écoles, des universités, enfin voilà. Donc on va aujourd'hui vous parler de ces deux sujets. Ah ben non, ils y sont plus. Donc des sujets, de deux sujets en fait corrélés. La réalité virtuelle et les intelligences artificielles, comment ça peut être un levier pour améliorer, accélérer l'apprentissage. Et oui, j'ai mon micro. C'est pas de chance. Hein. Donc moi, Nicolas Perrier, j'accompagne des projets justement sur l'utilisation des technologies immersives depuis plusieurs années, sur des choses, des domaines extrêmement variés. C'est-à-dire ça passe de la logistique au nettoyage, au ferroviaire, en passant par la chirurgie. Donc vraiment tout type de cible, pas forcément que des bacs plus 12 ou quoi que ce soit. Aussi des choses beaucoup plus, opérationnelles. Oui, je veux bien. Rapidement, qui nous sommes? Alors, on travaille dans une grande structure. On est dans un groupe qui s'appelle donc Inetom, où il y a 28 000 collaborateurs dans le monde. On est présent dans 27 pays. Et le métier de notre société, on appelle ça une ESN, une entreprise du service numérique. C'est de faire des services informatiques aux entreprises, notamment sur tout ce qui est applicatif, infrastructure. À l'intérieur de cette structure-là, nous, on travaille dans la direction de l'innovation, qui est une direction qui a une feuille de route particulière, qui est de créer les offres et les solutions que le groupe commercialisera demain. Et on travaille particulièrement sur deux sujets, qui sont l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle. Moi, j'ai pensé que ça serait intéressant de commencer, d'introduire le sujet en montrant comment les médias parlent de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation. Et on peut voir qu'il y a quand même pas mal de peur qui se crée. En même temps, on voit qu'il commence à y avoir de plus en plus de voix, entre guillemets, plus positives que ce qu'on avait pu voir jusque-là. Notre opinion, c'est que ça ne va pas être quelque chose qui va complètement révolutionner, changer votre manière de faire. Et en même temps, ce n'est pas quelque chose non plus qui va faire disparaître l'enseignant, bien entendu. Tu veux éventuellement compléter ? Non, on va vraiment revenir là-dessus. On peut vous présenter aujourd'hui, et je pense que tu peux passer au slide suivant, les objectifs qu'on s'est fixés avec Nicolas quand on a... Oui, alors non, c'était pas celui-là. Hein. Mais les objectifs qu'on a avec Nicolas aujourd'hui, quand on a préparé, on s'est dit, bon, on va pas venir pour vous expliquer que il faut faire absolument ça et sinon vous n'y arriverez pas, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle et tout ça. Parce que nous, on baigne dedans. Donc quand on baigne dans un sujet, on a l'impression que c'est le levier pour tout. Mais en travaillant avec des professionnels, avec des écoles, avec des universités, on se rend bien compte qu'il faut mettre ça au regard des sujets, mais aussi au regard des moyens, parce que ça reste quand même aussi un des sujets et des questions que vous pouvez avoir. Mais on est vraiment là aujourd'hui pour parler avec vous de un retour d'expérience sur ces choses-là, les leviers de ce à quoi ça peut servir, et surtout, on aimerait bien, alors vous êtes nombreux, mais il ne faut pas hésiter pour avoir des interactions ou des questions ou des sujets, parce que c'est important pour nous aussi l'échange. Et ce sujet... Allô, si, ça marche. Un des sujets que je voulais aborder, c'est que nous, on a aussi des étudiants, notamment qui viennent de la SEPR, en stage ou en alternance. Et ce qu'on a pu constater, non seulement de ces étudiants, mais aussi d'autres stagiaires et alternants, c'est qu'aujourd'hui, ils utilisent quasiment tous l'intelligence artificielle au quotidien. C'est une vraie différence, un vrai schisme qui est en train de se créer. Parce que quand on pose la question, je ne suis pas sûr que vous tous au quotidien vous l'utilisiez. Mais là, c'est quasiment unanime. Tout le monde, avec une certaine tranche d'âge, utilise l'intelligence artificielle au quotidien. Alors, on va essayer de partir sur ces points-là.
Premier, le thème, c'est améliorer l'apprentissage. Alors, nous, on va vous donner notre version de ce qui serait améliorer l'apprentissage. On s'est dit que c'était important de partager ça avec vous, parce que vous êtes des pédagogues et que vous avez certainement votre vision aussi, mais on va vous parler des leviers sur lesquels on pense qu'il peut avoir une action au travers de ces technos. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que en quoi l'IA, la réalité virtuelle, enfin, ces leviers-là, pouvaient permettre aux étudiants, aux jeunes, aux élèves, de prendre du plaisir à apprendre. Je pense que c'est un de vos vrais sujets aussi, un vrai levier de motivation. Alors, au-delà d'être des experts, on est aussi des parents, donc on vit le quotidien d'un élève à la maison qui pense qu'il n'a pas envie d'aller à l'école ou que ça va pas ou que je sais pas trop quoi. Et le plaisir d'apprendre, on voit bien que quand il est là, ça accélère quand même les choses. Et on pense que les deux technos peuvent être des leviers. Un des sujets aussi, c'est comment avoir le moyen d'accélérer pour vous la préparation, parce qu'on sait que ça prend beaucoup de temps. Moi, j'enseigne à la fac, donc ça me prend beaucoup de temps de parler de choses que je connais hyper bien, mais à un public qui n'est pas le même que celui que j'ai d'habitude et qui peut être complètement différent. Et ben, je sais qu'il faut du temps, qu'il faut adapter, qu'il faut mettre en situation. Et si ces outils peuvent aider à accélérer la préparation, ça semble être un vrai levier. Avoir une pédagogie adaptée aux différents profils et aux différents sujets, ça aussi c'est un point. Vous avez des classes, vous avez face à vous des élèves de tout type, puis j'imagine que vous êtes enseignant sur une matière et que vous l'enseignez dans des cursus différents. Bah, tout ça c'est très important et on pense notamment que l'IA sur ce sujet-là est un vrai levier pour permettre d'approprier les choses. Et puis dernière chose, c'est la mise en situation, encore plus dans les cursus que vous avez chez vous. C'est pas le tout d'apprendre en classe, c'est comment derrière on met les élèves en situation pour qu'ils s'approprient les choses, pour qu'ils sachent faire des gestes. Ça pour nous c'est un des vrais leviers de la réalité virtuelle et Nicolas reviendra là-dessus. Alors, améliorer l'apprentissage, c'est vrai que ce qu'on se dit c'est que ça passe par des choses que vous connaissez déjà. Ça passe par des dispositifs hybrides, donc qui peuvent mêler le présentiel, le digital, le virtuel. Donc voilà, tout ça aujourd'hui, c'est des choses qui se mettent en place. En tous les cas, dans les entreprises, c'est quelque chose qui est en train de s'accélérer. Alors le digital, oui, hein, les formations online, etc., etc. Mais la partie virtuelle, Nicolas, tu reviendras dessus. On commence à travailler beaucoup avec des acteurs de tout type, de toute taille et de tout secteur d'activité. Ce qui n'était pas le cas, ne serait-ce que début de l'année dernière. Mais je pense que le Covid a sacrément accéléré ce genre d'usage. Ouais, tout à fait. Le temps de travail en classe et le temps de travail hors classe, je pense que c'est aussi un de vos sujets. On a fait des expériences. Nous, on a déjà travaillé avec des lycées sur l'apprentissage de l'intelligence artificielle auprès de classes de première, de terminale et première année de BTS, avec des dispositifs digitaux qui nécessitaient une formation hors temps de la classe. Et donc, du coup, c'est un test qu'on a fait pendant 3 mois avec le rectorat de Rouen, où l'idée, c'était de se dire, sur des sujets comme ça, est-ce que déjà le dispositif digital, ils y voient un intérêt? On l'avait très gamifié. Hein. Et est-ce que, hors du temps de la classe, ils vont dessus? Est-ce qu'ils y vont? Et la conclusion, c'est que oui. Alors pas tous évidemment, mais on va dire que 60% des élèves, ils sont allés hors du temps de la classe, y compris pendant les vacances scolaires, parce que le sujet les intéressait, parce que c'était ultra gamifié, qu'il y avait des choses à gagner. Alors les choses, ils étaient de Rouen, c'était une journée dans un lab à Paris d'innovation. Enfin voilà, donc on s'est aperçu que hors temps de la classe, on pouvait aussi arriver à motiver les élèves. Et dernière chose, c'est la capacité aussi des élèves à se projeter dans leur futur professionnel ou de formation, parce que ça reste quand même un des vrais sujets, et on considère notamment que les sujets de réalité virtuelle peuvent permettre ça. 3 sujets quand même clés aussi, parce que j'imagine que vous les avez en tête, c'est bien beau de parler de tout ça, mais la garantie de l'accès équitable aux ressources, parce que quand on parle de réalité virtuelle, on parle de masse, de casse, de matériel. Donc super, comment on fait pour les financer? Les gens, est-ce qu'on en a dans nos établissements? Est-ce que certains élèves en ont chez eux et pas d'autres? Enfin, tout ça, ça reste un sujet important. L'amélioration de l'inclusion aussi, on considère que ces technos peuvent être un levier pour ça. Et dernier sujet, évidemment, le risque de surconsommation de temps d'écran, parce que les 2 sujets dont on vous parle sont des sujets où ça fait du temps d'écran. Donc, comment on gère tout ça ? Et comment on fait en sorte que ce soit équilibré. Nous, on avait une question à vous poser. Je ne pense pas qu'on va passer par le dispositif numérique, on va passer directement à l'oral. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez déjà utilisé la réalité virtuelle
dans vos cours. Effectivement. Ouais. T'es le seul. Et chez vous, enfin à titre personnel, est-ce qu'il y a des gens qui font un peu... Ouais. Il y a quelques mains, effectivement, qui se lèvent. Ok. Et potentiellement vos enfants? Ouais, voilà. Oui. Il y a plus de oui. Ok. C'est intéressant justement de voir comment ça peut être perçu par certaines personnes. Rapidement, on va faire un point sur les définitions de qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle. Il est embêtant ce micro. Qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle? Qu'est-ce que c'est que la réalité augmentée? Puis on a aussi, il y a un terme qui a défrayé la chronique pendant quelques temps, c'est qu'est-ce que c'est que le métavers? Donc rapidement, réalité virtuelle. Vous avez un casque et vous êtes complètement immergé dans un univers virtuel qui est généré par ordinateur, etc. C'est-à-dire que vous n'avez pas de vue de ce qui se passe autour de vous dans la réalité. Vous êtes vraiment complètement immergé. La réalité augmentée, c'est l'inverse. C'est vous voyez la réalité et vous avez des éléments virtuels qui vont se superposer à la réalité. Typiquement, par exemple, ça peut être pour accompagner une personne sur un travail, par exemple en usine, sur une chaîne d'assemblage, on peut donner des instructions à une personne pour faire en sorte de la guider. Et le côté métavers, c'est l'interconnexion de ces mondes virtuels. L'interconnexion de ces mondes virtuels pour faire en sorte qu'on ait des expériences qui soient collaboratives. Je le simplifie parce que si on demande à 20 experts quelles sont les définitions du métavers, on aura 20 définitions. En ce qui concerne, je pense qu'il est capricieux. En ce qui concerne les avantages, donc on a pas mal de choses en ce qui concerne l'amélioration de la mémorisation soit des connaissances, soit des pratiques. Bien entendu, tout ce qui va être la possibilité de faire de la mise en situation, on va avoir une empreinte mémorielle beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait avoir avec un cours classique. Je crois que c'est le co-modèle, où on retient, je le simplifie, 10% de ce qu'on voit, 20% de ce qu'on voit et de ce qu'on entend, etc., jusqu'à 90% de ce qu'on fait. Et ça, je pense que vous devez le constater, vous, quand vous avez la possibilité de pouvoir faire de la mise en pratique. En général, les élèves arrivent mieux à se projeter et mieux à retenir les connaissances et les informations. Également, sur tout ce qui va être stimuler l'enthousiasme, comme tu le disais, Isabelle, parfois on est sur des sujets qui ne sont pas forcément simples. Moi, je pense notamment à des sujets de mathématiques qui peuvent être assez complexes. Quand on arrive à stimuler l'enthousiasme sur ces sujets avec certains types d'élèves, c'est pas forcément toujours évident. Et ça peut être une le micro. Oui. Ouais. Non. J'arrête pas d'appuyer dessus, c'est ça? Ok, d'accord. Ah, il y a un capteur. Ok, d'accord. En ce qui concerne aussi la possibilité de pouvoir améliorer les performances des élèves. Encore une fois, souvent quand on fait des travaux pratiques, on n'a pas forcément toujours la possibilité d'avoir le plateau technique à disposition. Je pense notamment sur des sujets sur lesquels j'ai pu travailler dans le domaine de la logistique, où une des problématiques c'était on ne peut pas faire non plus 25 mises en situation parce qu'on n'a pas accès au plateau technique tout le temps, puis il faut forcément qu'il y ait un formateur, voire plusieurs qui soient sur place pour pouvoir vérifier ce qui se passe, comment les élèves utilisent le matériel, parce qu'on est sur du matériel réel, et donc avec le risque de casse. Et le fait de pouvoir pratiquer sans, on va dire avec le droit à l'erreur, sans risque de casse matérielle, ou voire même d'accident humain, ça peut permettre véritablement d'accélérer l'acquisition de connaissances et d'augmenter les performances des élèves. Également sur tout ce qui est le sujet de concentrer l'attention des élèves, parce que en général, quand on fait, moi j'ai jamais donné de cours, moi je suis pas enseignant, mais l'impression que j'ai, c'est qu'on n'a pas forcément des élèves qui soient toujours concentrés sur ce qu'on est en train de dire, qui peuvent être en parallèle sur leur smartphone, en parallèle sur leur ordinateur. C'est pas qu'une impression. Et donc on a des élèves qui ne sont pas forcément toujours extrêmement attentifs. Typiquement, s'ils sont dans un casque de réalité virtuelle, entre guillemets, ils n'ont pas le choix d'assister à ce qu'on est en train de vivre comme expérience, parce qu'ils n'ont pas accès à leur ordinateur, ils n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir bavarder avec leurs collègues ou quoi que ce soit. Zut, je suis allé trop vite. Améliorer l'inclusion et l'accessibilité, ça c'est aussi
extrêmement important parce qu'il y a de plus en plus d'applications spécifiques en réalité virtuelle qui sont dédiées sur tout ce qui va être le fait de faciliter les apprentissages pour certains types de handicaps. Pas forcément que des handicaps physiques, également aussi des handicaps psychologiques, avec des personnes qui peuvent avoir peur de la foule, avec des personnes qui peuvent avoir une phobie de quelque chose ou quoi que ce soit. Et le fait de pouvoir, encore une fois, être dans un environnement contrôlé, dans lequel ils ne se sentent pas forcément jugés, il y a déjà eu des expérimentations qui ont démontré l'intérêt que ça pouvait avoir. En ce qui concerne également l'amélioration de la compréhension de sujets complexes, moi je pense encore une fois aux mathématiques. Quand on est sur des choses qui sont censées être, notamment en géométrie, faciles pour certains élèves et pour d'autres pas du tout, c'est pas forcément que ces élèves ont un déficit intellectuel, c'est surtout qu'ils ont une manière de penser qui est différente. Et très souvent, le côté arriver à se projeter, à mieux comprendre un concept mathématique, en étant immergé dedans, ça permet véritablement de mieux comprendre de mieux appréhender le concept. Notamment immergé dans une application dans le monde réel de ce concept mathématique, parce que c'est quand même un des vrais sujets. C'est ça. Également sur tous les sujets de développer l'intelligence émotionnelle et le savoir-être. Ça, c'est vraiment le fait, encore une fois, d'avoir des exercices, de pouvoir répéter des mises en situation. Moi, je pense notamment dans le domaine des langues. On a la possibilité de pouvoir immerger des élèves dans une situation, dans un aéroport, dans un hôtel, dans un restaurant, dans un entretien commercial. On va pouvoir les entraîner. Ça paraît trivial de le faire en réalité virtuelle, mais il y a un véritable effet sur le cerveau. Et également sur le côté un petit peu gestion du stress, ce genre de choses. Et enfin, oui, améliorer les compétences en matière de communication et de collaboration. Exactement de la même manière, on va pouvoir mettre les élèves dans des situations pour faire en sorte qu'ils puissent avoir leur capacité de jugement et d'action qui peuvent parfois être un petit peu mises à mal pour pouvoir les entraîner. Je pense encore une fois dans les langues. Ma compagne enseigne les langues en utilisant la réalité virtuelle. Comme je l'ai dit, sur les cas d'usage dont je vous ai déjà parlé, mais également sur des sujets un petit peu plus, qui sortent de l'ordinaire, un petit peu plus atypiques, notamment le fait de se retrouver avec les élèves sur une île déserte où ils doivent collaborer, donc communiquer entre eux, pour pouvoir construire un radeau pour s'échapper de l'île. Ça paraît trivial, mais ça marche extrêmement bien. Quelques chiffres concrets qui sortent de plusieurs études différentes, avec la possibilité, je suis désolé parce qu'on n'a pas de retour écran, donc parfois c'est un petit peu compliqué. Des études qui ont pu démontrer que très souvent, les élèves, quand ils faisaient certaines mises en pratique en réalité virtuelle, ils se sentaient beaucoup mieux préparés qu'ils ne pouvaient l'être avec des cours classiques. Et non seulement c'était leur sentiment, mais également c'était aussi le sentiment de leur enseignant qui, de manière tout à fait objective, pouvait évaluer leur confiance en eux sur certaines compétences. Également, parfois des élèves entraînés en réalité virtuelle qui ont des compétences supérieures à des élèves entraînés d'une manière classique. Ça, c'est notamment sur des sujets où il y a beaucoup de mise en pratique de manipulation. Et de répétition. Exactement. Également des chiffres intéressants qui sont très récents, qui datent de 2023. On a demandé à des jeunes en Europe quels étaient leurs intérêts pour apprendre dans des mondes virtuels. Et on a quand même 80% de jeunes qui pensent que c'est quelque chose qui est intéressant pour eux. Et également 64% qui pensent que ça va leur permettre de mieux apprendre, d'avoir un apprentissage plus efficace. Je vais rebondir là-dessus, Nicolas. Oui. On travaille avec Grenoble École Management, pour lequel on construit en réalité virtuelle leur campus. Et on travaille depuis 2 ans avec eux. Et il y a 2 ans, en fait, on a rencontré les étudiants pour parler de ce sujet, voir ce qu'ils attendaient de ça. Et effectivement, sur le sujet de l'apprentissage, il y a une vraie volonté, notamment pour la mise en situation, parce que ça leur permet d'être mis dans des situations. Par contre, le côté qu'avait imaginé l'administratif, les enseignants sur une vie sociale dans la réalité virtuelle, GEM, c'est une école internationale, donc ils voyaient un enjeu de pouvoir permettre aux étudiants de se rencontrer, même s'ils étaient à Shanghai, etc. Là, ça a été très clair, ça a été non merci. On sort de 2 ans de Covid. Nous, ce qu'on veut, c'est voir des gens pour notre vie sociale. Donc, il y a, comme tu le dis, Nicolas, il y a des vrais enjeux d'apprentissage et d'envie des jeunes d'utiliser ces leviers, mais ils sont quand même assez
lucides et conscients de l'utilité que ça a ou que ça peut avoir pour eux dans la vraie vie. Et c'est... Moi, j'étais rassurée quand ils ont dit ça, en fait. Je me suis dit, ah ben oui, en fait, ils ne sont pas complètement noyés dans le digital. Ils disent, non, nous, ce qu'on veut dans notre vie de tous les jours, on s'en fout de se retrouver à la cafette virtuelle avec les gens du Mexique et leurs avatars. C'est sans intérêt. Oui, tout à fait. Il faut quand même qu'il y ait une certaine forme d'équilibre. Également, une donnée qui est intéressante, c'est en France, seulement 10% des élèves ont pu expérimenter la réalité virtuelle à l'école pour l'apprentissage. Et je pense que ça rejoint un petit peu justement les retours que vous nous avez donnés au tout début, où on voit bien qu'effectivement, aujourd'hui, c'est encore des modalités qui sont très peu utilisées. Avec parfois des chiffres aussi qui viennent d'une étude de PwC avec des apprenants 4 fois plus concentrés qu'en présentiel, encore une fois pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, 275 fois plus confiants dans l'application des compétences, etc. Des exemples d'utilisation, alors on en a plusieurs, notamment tout ce qui va être simulation dangereuse, coûteuse, difficile à reproduire dans la réalité. Je parlais tout à l'heure de l'exemple des plateaux techniques. Vous n'avez pas forcément accès à des plateaux techniques 100% du temps, ou alors vous n'avez pas accès à des plateaux techniques avec un équipement extrêmement coûteux ou quoi que ce soit. Moi, j'ai déjà pu travailler sur des projets où une des problématiques, c'était on a une chaîne de production, mais pour former les personnes dessus, le problème, c'est que c'est la chaîne de production. On est obligé d'arrêter la production pour pouvoir former les personnes. Donc, on le fait quasiment pas ou très peu. Et donc, les personnes ont peu la possibilité de pouvoir faire de la mise en situation. Et cette chaîne de production a été reproduite en réalité virtuelle pour pouvoir faire en sorte que les personnes puissent s'entraîner. Et ça a extrêmement bien marché. On a eu des retours des apprenants où ils avaient une formation qui était réduite au lieu de 6 mois à seulement 2 mois de formation, tout en ne reniant pas sur les qualités, au contraire. Ce qui est intéressant aussi dans ce que dit Nicolas, on vous parle beaucoup des élèves, parce que c'est votre monde, mais dans ces expériences-là, on travaille aussi dans la région, le groupe Michelin, là-dessus, sur formation sur leur machine de prod. Les gens ont de 25 à 60 ans. Donc la réaction par rapport à l'apprentissage en réalité virtuelle, la première est pas du tout la même. On va avoir des gens qui sont super et tout, vraiment c'est chouette, puis d'autres qui disent non mais moi je veux pas y aller. D'abord j'ai peur, ensuite moi j'ai la nausée dans un casque et puis de toute façon je vais rien comprendre. Enfin tous ces freins on les rencontre beaucoup et finalement petit à petit c'est assez bluffant la manière, donc une fois que les gens sont dans le casque et qu'ils ont la vraie sensation d'être dans leur propre environnement, tout s'apaise, hein. Nous on l'a fait dernièrement chez Michelin, moi j'étais il y a 15 jours. Ils ont mis le casque et la première chose qu'ils ont dit, c'est mais en fait j'ai l'impression d'y être. Et moi, autant Nicolas est vraiment extrêmement convaincu et baigne dans le monde de la XR. Moi, c'est mon métier, mais je pense que j'ai plus de freins. Et pareil, voir des gens comme ça, je me dis bah oui, en fait, une fois qu'on se projette dedans, une fois qu'on a levé les freins de j'ai peur, puis c'est nouveau, puis moi qu'est-ce que je vais faire là-dedans. Enfin, tout le monde c'est normal, hein, on l'a tous eu. On s'aperçoit petit à petit, ça rentre dans les pratiques. Oui, tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, le fait de donner vie à des concepts, les rendre plus concrets, plus facilement compréhensibles. Également immerger les élèves dans des situations marquantes, notamment en histoire. Je pense que tu as un bon exemple. Ouais, moi j'ai un bel exemple qu'on a fait avec toujours Grenoble École Management. On a conçu avec eux, dans ce fameux campus virtuel, une expérience de formation sur le marketing. Donc pour les élèves de première année, on a conçu ça avec les profs de marketing. L'idée, c'était faire le cours en présentiel classique et derrière, les élèves partent en réalité virtuelle. Donc on vous parlera d'autres expériences, mais l'une des expériences qu'ont conçu les profs, c'était dire, nous, ce qu'on voudrait, une fois que nous, on leur a expliqué ce que c'était que le marketing, c'est qu'ils partent en réalité virtuelle, rencontrer des gens, des personnages politique, histoire, entreprise, qui leur donnent leur propre vision de ce que c'est que le marketing. Alors, j'ai notamment un exemple avec Marx. Donc, dans cette expérience, ils partent à Londres, à l'époque de Marx, et ils vont rencontrer Marx pour discuter avec lui du marketing. Voilà, ça leur permet, plutôt que lire un bouquin qu'ils vont trouver super chiant, hein, parce qu'il faut quand même se le dire, ils se mettent dans une posture, ils peuvent poser des questions, etc., etc. Et ce qui est intéressant dans l'évolution qu'il y a eu, c'est que
les premières expériences que l'on a fait, c'est le prof qui jouait l'acteur de Marx, parce qu'évidemment, et petit à petit, on vous en parlera tout à l'heure, grâce aux IA génératives, et ben maintenant on est capable de mettre un bot sur la base des écrits de Marx. C'est un chatbot qui va répondre à tout ça. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de mise en situation qui permettent aux élèves d'apprendre des choses différemment. Et surtout, moi, on pourra en parler, mais moi, un de mes sujets, je trouve, avec les élèves, quel que soit l'âge, c'est que malgré le fait qu'ils soient complètement digital natifs, etc., je les trouve pas tous, je vais faire une généralité, mais pas très curieux d'aller chercher d'autres modes d'apprentissage que celui que vous leur donnez en classe. C'est-à-dire, ils rentrent, ils ont leur petit cours, ils le regardent parce qu'ils doivent le regarder, on leur dit il y a un bouquin, ouais, ils le regardent vachement. Il y a des QR codes maintenant sur les bouquins qui emmènent sur des ressources. Moi, je suis désolée, j'ai jamais vu mes enfants, ils sont en école de commerce et seconde, là, enfin, ils passent en première. Chaque fois que j'ai dit ça, ouais, c'est bon, hein. Ben quoi, c'est bon, en fait. Donc, je les trouve globalement pas très curieux de la pléthore de choses qu'ils peuvent avoir à leur disposition. Parce que moi, quand je leur raconte comment on allait louer un petit livre à la bibliothèque et que s'il n'y était pas, on était quand même dans la merde pour rendre un exposé une semaine après, c'est pas la même aventure. Hein. Et je trouve que la réalité virtuelle a ce côté un peu ludique, accessible, qui leur donne la curiosité d'aller voir. Ouais, tout à fait. L'apprentissage des langues étrangères en immersion, ça je vous en ai déjà parlé. Également la mise en situation aux découvertes de métiers. Ça, c'est des choses que l'on fait notamment avec des lycées et des universités sur des sujets, je ne sais plus si c'est des définum ou des DMOES, enfin des sujets, des projets qui sont financés par des financements publics, ou dans certains endroits géographiquement reculés, on n'a pas forcément accès à toute une pléthore d'entreprises, de typologies de métiers, etc. Et pour certains élèves, c'est extrêmement difficile d'arriver à se projeter, de se dire ce métier, il est fait pour moi ou pas du tout. Et une des solutions, un des outils qui est apporté, c'est le fait d'avoir des petites capsules immersives dans lesquelles on va pouvoir faire découvrir des métiers, faire pratiquer aussi les élèves pour qu'ils arrivent à se projeter, ils arrivent à comprendre si c'est quelque chose qui peut leur correspondre ou non. Parce qu'en général, c'est pas avec une semaine de stage en troisième où ils vont arriver à se dire « Ok, ça c'est exactement ce que je veux faire, j'ai une vision extrêmement claire de mon parcours professionnel ». Bah ça, c'est rapidement une petite vidéo illustrative. Alors, on ne pouvait pas vous faire de démo aujourd'hui, mais on voulait vous montrer quand même quelques images. Alors, évidemment, c'est notre vidéo commerciale, etc., dans des environnements qui ont été créés, mais ça vous permet de voir aujourd'hui ce qui peut être fait. Ça, c'est typiquement, le client, il s'appelle Boehringer, il est dans la région santé animale. C'est comment je forme des gens en salle blanche à la manipulation de vannes, ce qui est compliqué en formation parce qu'il faut que les gens s'harnachent, etc., etc. Donc voilà, c'est ce genre de choses que l'on a créé. Ce qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a des solutions de plus en plus qui permettent aux gens d'être autonomes sur la création du scénario pédagogique. Donc toute cette évolution techno fait qu'aujourd'hui, il y a sur le marché des solutions. Alors, vous n'allez pas pouvoir concevoir vous-même des objets en 3D, mais bon, il y en a de plus en plus sur le marché, et puis il y a les IA génératives, mais en tous les cas, des scénarios comme ça, vous voyez, c'est des interfaces où en fait, on forme les gens à aller chercher leurs objets, les lier entre eux par des actes pédagogiques. Donc tout ça, c'est des choses qui fonctionnent finalement assez bien et qui ont énormément évolué par rapport à ne serait-ce qu'un an ou deux, où en fait, personne n'était autonome, il fallait passer par des studios, donner un scénario, et puis ça coûtait cher, et puis si on voulait changer un acte pédagogique, ça coûtait cher. Donc ça, de plus en plus, le marché se met à la page pour permettre aux gens d'être autonomes sur leur conception pédagogique, ce qui est quand même, à mon sens, un des vrais sujets. Ok, alors, juste dis-moi l'heure. Et 35 déjà, okay. 37 même. Ok, c'est là ? Ouais. Okay. Alors, l'intelligence artificielle. Alors ? Est-ce que vous avez déjà utilisé ou essayé ChatGPT pour préparer un cours ? Ouais, un peu ? Ok, très bien. Et alors ? Déception, idée, en phase ? Pas concluant ? Ouais. Oui. On va en parler du côté flippant, ouais. Alors moi, c'est pas pour préparer un cours, je ne donne pas de cours, mais c'est pour préparer un certain nombre de réunions. C'est excellent. C'est vraiment extraordinaire. Par contre, il faut être très attentif à la façon dont on formule la question. Alors, je vais vous en parler. C'est très intéressant. Exactement.
Donc, je disais, alors c'est pas flippant du tout, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est vraiment très très intéressant. Ce qui est très important lorsqu'on utilise ce type d'IA, c'est de bien formuler ce que l'on souhaite obtenir. Ce que nous ne savons pas faire dans le quotidien, hein, d'ailleurs. Hein, on remarque bien que des fois on demande des trucs, l'autre ne comprend pas ce qu'on lui demande, et puis etc., etc. Là, ça nous oblige à être extrêmement précis sur la formulation de ce que l'on souhaite. Exact. Et vraiment, c'est bluffant. Et j'ai essayé d'ailleurs avec Bing, là, ils ont installé ChatGPT pendant quelques temps, ils l'ont enlevé d'ailleurs. Mais franchement, c'est extraordinaire. Et vous avez toutes vos sources, etc., etc. Alors, on va en parler. Vous avez levé le sujet fondamental, c'est qu'il y a plusieurs choses. Bon, ChatGPT, on va vous montrer un peu tout ça. C'est une vraie révolution. C'est une réalité, on peut difficilement faire sans. Et le nerf de la guerre, c'est ce qu'on appelle le prompt, c'est-à-dire la question qu'on va lui poser. Parce que si on pose à ChatGPT la même question qu'on met dans Google, eh ben, en fait, on est assez déçu du résultat. Donc voilà, on va parler de tout ça. Bon, rapidement, ce qui est important, c'est que l'intelligence artificielle, ça sert à quoi? Par exemple, ça sert à rechercher de l'information facilement, accélérer, adapter la préparation, mieux gérer l'apprentissage, personnaliser l'apprentissage. C'est les grands cas d'usage aujourd'hui dans le monde de l'éducation qui sortent sur les IA génératives, je vais vous en parler, et ChatGPT notamment. Alors, je sais que le monde de l'enseignement s'y intéresse, puisqu'on on travaille un peu avec le réseau Canopé, mais j'ai vu qu'il y avait des conférences qui étaient organisées, il y a des écrits qui sortent, voilà, pour tout ça. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un de vos vrais sujets, et le sujet, il est à la fois pour vous en tant qu'enseignant, c'est flippant, qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça peut nous servir, et puis pour les élèves, on va parler Oui, bonjour. Alors, rapidement, peut-être... C'est pas moi. C'est toi? Non, pas moi. C'est pas nous. Bon. C'est pas de l'intelligence artificielle. Alors... Juste rapidement, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'intelligence artificielle? Parce que je ne veux pas faire perdre de temps, ça vous parle tous ou ouais, c'est OK. Alors je ne perds pas plus de temps. Juste un truc, on parle énormément de ChatGPT pour parler des IA génératives, mais en réalité, il n'y a pas que ChatGPT. Il y a pas mal d'autres choses. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que alors, les IA génératives, comme son nom l'indique, ça génère des choses. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et donc on peut, à partir de texte, générer du texte via ChatGPT, mais on peut aussi générer des images. Toutes ces images-là ont été générées. On peut générer des vidéos, hein, ça aussi, de la musique, du code pour nous, les programmeurs, et des objets 3D. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête, que c'est... Bon, alors, c'est toujours pas moi, mais je vais continuer. D'accord. Ce que disait tout à l'heure Nicolas, qui est important... Vous le savez, quand il faut s'adapter, hein, on est d'accord. Donc, du coup, ce qui est important dans ce que disait aussi Nicolas tout à l'heure, c'est le temps d'adaptation qu'il y a eu sur ChatGPT. Regardez, on a dépassé le 1 million d'utilisateurs de ChatGPT en 5 jours. 5 jours, c'est incroyable ce qui s'est passé en termes de révolution. C'est ça, avant l'intelligence artificielle, finalement, c'était limité plus à une frange de passionnés de technologie, c'était plus dans les labos, etc. Et d'un coup, c'est devenu quelque chose que tout le monde utilisait. Alors, ChatGPT, en fait, c'est un chatbot, ça vous parle, un assistant conversationnel. Ouais. Comme dans un chat sur Internet, où on lui pose des questions de manière écrite. On lui pose des questions de manière écrite, d'accord? Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est sorti sur le marché en novembre l'année dernière, avec la particularité, je vais hyper simplifier, alors s'il y a des experts, le prenez pas mal, la particularité de scraper l'ensemble des données qu'il y a sur Internet et de les ramener face à des questions posées par des êtres humains. Je le fais sobre, mais voilà. C'est plus clair? Ça va? Il faudra aller voir le truc. Il faut expérimenter, ouais. Bon, donc ça, c'est le truc important qu'il faut avoir en tête, parce que quand même, tout le monde en parle. Voilà. Les grands usages de ce genre de technologie qu'on appelle les LLM, c'est la recherche d'informations, tout ce qui est création d'informations, ce qu'on appelle l'analyse sémantique, donc l'analyse des mots et des phrases, et les agents conversationnels. Alors, on va en parler.
Regardez. Ce qui est vraiment impressionnant chez ChatGPT, c'est que quand on lui pose une question, il répond mieux que dans un livre. C'est super bien rédigé, grammaire, vocabulaire, orthographe, tout est nickel. La synthèse, la construction des phrases, c'est top. La construction chronologique. Donc nous, on a demandé qui est Gad Elmaleh. En fait, donc si on lit la réponse comme ça, on se fait waouh. Et si on est un élève et qu'on réfléchit pas trop, on peut le copier-coller même dans un truc qu'on rend à un prof. En réalité, voilà, tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il m'a fait exactement la même chose quand j'ai voulu préparer justement la conférence. Je voulais poser des questions sur les chiffres d'utilisation de la réalité virtuelle dans le domaine de l'éducation. Et il m'a halluciné des chiffres qui n'existaient pas, mais qui étaient extrêmement crédibles. Exactement, ça s'appelle une hallucination. Et c'est vrai, et on peut le. Alors, l'hallucination, elle est liée à plein de choses. La première, c'est moins on est précis dans la question, plus il a de la place pour halluciner. Là, qui est Gad Elmaleh ? On n'a pas trop forcé notre talent sur la question, hein, d'accord ? Voilà. Et après, c'est parce que aussi, quelque part, ChatGPT, c'est de la statistique. Hein. Il va chercher des mots derrière des mots, etc. Lui, il comprend pas en fait la question. C'est pas quelqu'un qui se dit ah oui, alors ChatGPT. Non, pas du tout. Lui, il fait de l'analyse sémantique. Et puis de la statistique, etc. Exactement. En disant ça doit être probable. Et c'est pas fini. Est-ce qu'il a eu des prix ? Bon, alors il a eu le prix Romy Schneider. Il paraît, c'est un prix qui est donné que aux femmes. Bon, voilà. Donc, mais le truc est bien foutu puisqu'il répond. Donc, si on prend les choses pour argent comptant, ça pose quand même un souci. Voilà. Alors, ce qu'on voulait vous dire, vraiment d'important, c'est ce que sort ChatGPT est vraisemblable, parce que c'est super bien écrit, c'est très bien rédigé, et puis quand je ne sais pas, j'affirme, sur ce grand principe-là, eh ben, on croit que c'est vrai. Mais vraisemblable... Idéal pour la politique. Ouais. Ou quand tu fais du commerce comme moi. Non, je prétends pas. Vraisemblable, c'est pas vrai. Et ça, c'est le truc qu'il faut avoir dans vos têtes et qu'il faut passer comme message aux jeunes avec lesquels vous êtes. Parce que, alors, ça commence à rentrer un peu, mais au départ, ils posaient des questions, ils copiaient-collaient, allez hop, c'est bon. Bah non, en fait, c'est pas tout à fait bon. Ils copiaient tous la même chose en plus. Exactement. Parce que c'est fondé ni sur la vérité, ni sur la logique, mais sur les statistiques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, important, ChatGPT, il pense pas, il n'a pas d'avis. Hein, il ne sait rien, il dispose d'aucune connaissance, il va la chercher en format statistique, il dispose d'aucun recul non plus. Voilà. En situation de crise, lui demandez pas ce qu'il faut faire, parce que c'est pas voilà. Il fait pas de sentiments, il n'exprime pas d'émotions et il dispose pas de conscience de lui-même. Ça, faut l'avoir en tête. Mais parce que la manière dont c'est rédigé et dont on peut avoir une conversation, il y a eu des histoires qui ont mené des gens au suicide parce qu'ils ont une conversation avec ChatGPT, ça fout la trouille. Ben oui, ça fout la trouille. Oui, mais alors... une fois qu'on sait que, non, en fait, pas du tout. Alors, donnez son avis, regardez. Durant la guerre 39-45, entre les nazis et les alliés, quel camp aurais-tu choisi ? Je vous laisse lire la réponse, je vais pas vous la lire. Donc, il n'a pas d'avis. Pourquoi ? Parce qu'il a été entraîné sur des morceaux de texte, des corpus de texte, rédigés par des humains, avec des biais. Parce qu'en fait, quand il va chercher sur les données auxquelles il a accès, donc les milliards de données, c'est plein de choses que peut-être nous, on a écrit dans des blogs, dans des définitions, dans des cours qui ont été publiés. Et en fait, nous, on met des biais dans ce qu'on raconte tout le temps. Donc lui, il va chercher. Ce qu'il va chercher, ça va ramener ça. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus en détail, mais c'est pour vous expliquer que ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Il n'a pas de sentiment non plus. Voilà, je vous laisse prendre connaissance du truc parce que je veux aller au bout de toutes les choses. Mais voilà, pas de sentiment. Par contre, il est en capacité de réaliser une analyse sémantique et donc de détecter des sentiments dans un texte. Par exemple, nous, alors ça, c'est pas avec ChatGPT, parce qu'il n'y a pas que lui qui sait faire. En fait, tous les algorithmes d'IA du langage, enfin, des algorithmes d'IA du langage le font. Nous, il y a 3 ans, on a travaillé pour une mutuelle agricole. Le job, c'était de détecter le niveau de détresse des agriculteurs au travers des mails qu'ils envoyaient, avec une IA. Voilà, pour aller chercher derrière, etc. Donc ça, il sait le détecter, bien entraîné. Alors, le prompting, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour vous aider à utiliser ChatGPT. Mais toujours pareil, en ayant conscience que c'est de la statistique, donc je dois avoir un œil critique sur les résultats, mais quand même. Ce qu'on appelle un prompt, c'est le petit message dans le chat qu'on va écrire pour poser notre question. En fait, si on veut des résultats spécifiques, il faut donner des contraintes, des exigences.
Nous, on travaille beaucoup là-dessus avec nos clients et on fait des choses rigolotes. Hein. Par exemple, on travaille avec la région Auvergne-Rhône-Alpes sur des sujets de pouvoir permettre, par exemple, aux élus de bien préparer leur visite dans des lycées, dans des municipalités. Et au départ, l'objectif, c'était plutôt de bien préparer ça avec les chiffres des subventions pour que parce qu'ils le font hein, avant d'arriver, ils ont tout ça. Donc nous, on leur a fait le job, ça fonctionne. Et puis nous, on s'est amusé, mais on a créé un propre chat GPT chez nous hein, pour avoir des données qui sont les nôtres et que surtout elles soient protégées. On s'est amusé à lui faire écrire des discours. Je suis président de la région en campagne, je souhaite être élu, blablabla, blablabla, écris-moi un discours, blablabla. Le truc est bluffant. Là, pour le coup, le truc est vraiment bluffant. On l'a hyper cadré, mais c'est vraiment super. Donc, un truc qui est important, quand vous utilisez ChatGPT, faut que vous lui disiez qui vous voulez qu'il soit. Quand si vous posez... Non, j'allais dire, il joue un rôle, effectivement, il faut lui donner le rôle qu'il est censé avoir. Voilà. Je suis professeur de mathématiques, ou tu es professeur de mathématiques. Mais il faut lui donner son rôle, parce que lui, il va se mettre dans ce rôle-là, et il va aller chercher des choses qui sont reliées à ce rôle-là. D'accord ? Déjà, ça, c'est hyper important, ça va changer le contenu qui va sortir. Après, quel contexte ? Je dois animer un cours sur les statistiques à des élèves de 3e. Contexte, mais ça peut être encore plus précis, dont le niveau est plutôt excellent, plutôt faible, où ils n'ont pas compris je sais pas quoi. Bon. Les vrais prompts, pour avoir un truc bien, c'est 20 lignes, hein, 30 lignes, enfin, c'est un vrai travail de rédaction et d'analyse, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Vous allez lui donner des exigences, des contraintes, des garde-fous. Je le veux en anglais, écrit dans un format professionnel ou adapté à des élèves de 5e. Je veux qu'il ne fasse pas plus de 10 lignes, de 30 lignes, de 20 lignes sous un format tableau. Et puis, on peut mettre plein de choses d'autres. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Quand j'écris un prompt, je raconte l'histoire à laquelle je veux avoir la réponse fondamentale. Et vous allez voir que pour la même question, si vous mettez un contexte différent, un persona différent, bah, la réponse sera différente. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Alors, quel impact négatif ? Il y en a plein d'autres, mais j'ai choisi ceux-là. Pour les apprenants, c'est utiliser ChatGPT comme on utilise Google et prendre les résultats pour argent comptant. Parce que ça, c'est sûr. Hein. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est pim, j'ai un truc à faire, pof, ChatGPT, réponds-moi à la question, je sais pas trop quoi, plan, copier-coller, hop, c'est fait. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu des mauvaises surprises. Alors déjà, parce que vous découvrez que finalement, ils écrivent hyper bien le français, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Bon, ça, c'est super. Mais parfois, le contenu n'est pas bon parce qu'ils n'ont même pas vérifié. Donc ça, c'est vraiment un des vrais biais. Et une posture où la connaissance n'a plus de valeur. Qui est-ce que je vais m'emmerder à apprendre, puisqu'en fait, il suffit que je demande à ChatGPT. Ça, c'est évidemment que tout le monde peut se poser cette question. Pour vous, il y en a plein, mais vous avez la crainte au regard de ça. C'est-à-dire de se dire, et si ça devient un moyen infaillible pour les apprenants de faire croire qu'ils savent quelque chose. Ça, c'est quand même un des vrais sujets. Et puis, ça remet en cause le système d'évaluation tel qu'on peut le faire aujourd'hui. Parce qu'effectivement, si toutes les réponses peuvent être trouvées par ailleurs, fausse ou vraie. Voilà. Donc ça, il y en a plein d'autres, mais j'ai choisi ceux-là parce que je pense que c'est les premiers qui viennent à l'idée de tout le monde. Mais en fait, il y a aussi des impacts positifs et il y en a plein. Alors, il faut se les approprier petit à petit, mais on a essayé de les lister. C'est vraiment une façon... Alors, comme vous l'a dit en intro, nous, on n'est pas là pour vous faire la leçon et vous dire qu'il faut faire ça. L'idée, c'est de vous partager des pistes parce que nous, du coup, on travaille sur le sujet de l'IA et du langage depuis plus de 7 ans. Donc, l'arrivée de ChatGPT a accéléré plein de choses chez nous, mais c'est un sujet qu'on connaît depuis longtemps. Et nous aussi, on est des feignants. Nous aussi, on cherche des moyens de bosser moins et d'être plus efficace. Donc, ce truc-là, nous, on l'utilise aussi chez nous pour produire du contenu de valeur sur la base de choses existantes. Donc, ce qu'il faut voir, c'est se dire, pour déléguer ou accélérer la production d'éléments pédagogiques à partir de vos contenus propres. Je m'explique, vous avez des cours, alors il faut les rentrer... faut les rentrer en entrée de ChatGPT, mais vous avez des cours, voilà le cours, je suis enseignant, blablabla, enfin tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Peux-tu sortir une fiche synthétique pour des élèves de 5e avec les choses les plus importantes à retenir ? Peux-tu me sortir un PowerPoint, blablabla. Voilà, c'est ça. En fait, ça sert à ça. C'est à partir d'une entrée, comment je peux démultiplier, moi j'appelle ça en cours, j'ai un document par an, et comment je peux avoir des documents enfants adaptés à chacun de mes élèves, profil, sujet. Ça, c'est quelque chose qui est vachement bien, d'accord ? On va essayer pour qu'il y ait du temps de questions.
je me dépêche, ça. Bon, synthétiser, c'est bon. Pour libérer du temps aux enseignants, nous, on se dit que ce qui est important, c'est que vous ayez aussi du temps pour passer sur de l'animation, de l'échange, de l'appropriation, plutôt que sur de la conception, parce qu'on sait que ça prend du temps. Donc tout ça, c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. Nous, et puis par exemple, comment animer quelque chose en classe. Par exemple, nous, pour des ateliers chez des clients, on va chercher des manières, ce qu'on appelle des icebreakers ou des jeux. Et alors, on explique tout le contexte, et ça nous sort des idées qu'on n'a pas forcément nous. Alors, on les prend pas comme ça, on les adapte, mais c'est énorme. Déjà, parce que le travail que j'ai fait dans mon prompt, c'est mon travail préparatoire de mon workshop. J'ai rien fait de plus, je l'ai juste formalisé. Mais ça m'amène des ressources que j'avais pas forcément avant. Favoriser l'inclusion, voilà, ça c'est aussi un truc important parce que ça permet aussi de dire, bah voilà, j'ai des élèves de telle manière ou j'ai des élèves qui ont des difficultés en lecture, enfin toutes ces choses-là, ça permet aussi de faire des propositions que nous tout seuls dans notre coin ou peut-être à plusieurs, ben en fait on n'aurait pas idée. J'avance parce qu'il y a un truc qui est important pour moi. Tout ce que je viens de vous dire, je veux que vous le reteniez parce que pour moi c'est hyper important pour les élèves. En fait, écrire un prompt, c'est un ensemble de compétences. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour eux. S'ils savent bien s'en servir, ça ne les rendra pas plus cons. C'est vraiment ce qu'il faut se dire. Là, pour écrire un prompt, il faut savoir rédiger. Parce que je viens de vous l'expliquer, il faut savoir rédiger quelque chose. Pour avoir une bonne réponse, j'entends, parce qu'écrire un prompt, c'est facile. Mais avoir quelque chose où il y a une réponse intelligente, il faut savoir rédiger. Il faut savoir se poser les bonnes questions. Parce que si on veut qu'il réponde, il faut bien caler sa question. Il faut savoir définir le point de vue demandé. C'est-à-dire, je suis machin, j'aimerais un avis sur telle chose, de telle manière. Savoir analyser et formaliser un contexte, parce qu'il faut remettre les gens dans le contexte. Donc ça, c'est important. Et puis, savoir définir le mode de restitution pertinent, parce que je vous l'ai peut-être dit rapidement, mais on dit à ChatGPT, je le voudrais sous tel format. D'ailleurs, je t'ai écrit le prompt en français, mais moi, je le veux en allemand la réponse, etc., etc. Alors, bien sûr que ça facilite et que ça accélère des choses. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais c'est quand même un vrai travail d'analyse qui doit être fait pour s'en servir et il doit être encadré. Alors, quelques pistes. Il faut les élèves, évidemment, il faut les responsabiliser autour de ça, il faut les former, il faut les accompagner. Je sais qu'il y a des choses dans l'éducation nationale qui sont en train de se passer. Je sais que c'est lent, que c'est toujours compliqué. Mais vraiment, c'est un vrai sujet que d'en parler avec eux. Sur l'utilisation, les limites, cette notion d'hallucination et de biais, parce que à la limite, c'est vrai pour ChatGPT, mais c'est vrai dans la vraie vie aussi. Se poser la question des biais qui sont donnés dans une conversation ou du travail qui peut être fait d'embrigadement psychologique chez les jeunes, c'est des biais, des hallucinations, c'est pareil. Donc ça, il faut l'avoir vraiment en tête. Les former au prompting, à poser les bonnes questions, et surtout, et avant tout, leur faire comprendre que la production de ChatGPT, c'est une matière première à retravailler. Que s'ils posent le truc comme ça, il y a peu de chances pour que ce soit bon, vrai, de A à Z. D'accord ? Pour vous, pareil, comprendre les leviers, vous former au prompting pour que ça soit un véritable allié. Être accompagné dans cette nouvelle posture, j'ai mis nouvelle, mais c'est pas un jugement de valeur parce que je suis sûre que vous faites plein de trucs dans vos classes, mais dans le sens où peut-être que ce genre d'outils peut vous aider à inverser des situations et que voilà, il faut s'habituer à ça. Va falloir je regrette de vous annoncer qu'il va falloir tous qu'on fasse avec. On travaille avec des écoles ou des métropoles qui ont interdit ChatGPT. On travaille avec Sciences Po Paris qui a interdit ChatGPT. C'est la première école à l'interdire. On travaille avec la métropole de Montpellier qui a interdit ChatGPT à ses agents. Pour autant, ils travaillent sur des sujets d'IA générative, mais sur des ChatGPT entre guillemets à eux, dans leur contenu, où ils ont leurs propres données protégées. C'est ça le vrai sujet. Donc, on va devoir faire avec. Après, il va falloir que ce soit policé tout ça. Mais voilà. Et oui, réfléchir au principe de la classe inversée. Donc, ça fait partie des trucs que j'ai lus et que j'ai discuté avec certains enseignants. Dans le principe de se dire, et si ils apprenaient chez eux et qu'à l'école, on leur faisait faire des devoirs. Alors, je caricature un peu les choses, mais et si justement on se servait de ChatGPT pour qu'ils puissent aller acquérir de la connaissance, vous la ramener, la comparer, etc. et qu'en cours, ce soit plus un échange que l'inverse. C'est des petites idées. Ouais, non, mais pas de souci. Puis surtout, je pense qu'il y a peut-être des questions. Allez.
Bien sûr, bien sûr. Vous avez des questions ou des commentaires, enfin des choses à ajouter? Oui, on peut prendre 5 minutes pour les questions. Commentaires, hein. J'en ai plein, mais alors, je me lance, mais je risque d'être bavard, mais je vais être court. Moi, juste une minute. Et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est la fin de votre présentation où l'IA ou tous ces systèmes qui vont nous faciliter la rédaction, l'analyse, etc., puissent être utilisés sur des périmètres maîtrisés. Parce que la difficulté, moi ce que j'ai entendu, hein, je me suis intéressé à ça dès que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça génial, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais le risque, c'est effectivement, c'est d'avoir des données qui deviennent à un moment donné un peu consanguines. C'est-à-dire qu'on va chercher, même dans des productions qu'aura pu faire ChatGPT, et ça s'auto-alimente. Ouais, puis ça va se lisser au fur et à mesure. Et plus on l'auto-alimentera comme ça, plus on aura des trucs génériques qui n'ont aucun intérêt. Il y a un truc que j'ai pas dit, excusez-moi, mais je sais, pour que tout le monde l'ait bien en tête, c'est quand vous rentrez des informations dans ChatGPT, elles viennent nourrir le fil de connaissances. C'est-à-dire que tout ce que vous allez raconter dedans, devient de la donnée pour ChatGPT. Donc c'est pour ça que, notamment en entreprise, et les exemples que je vous ai donnés, ils disaient ben non, nous on veut pas. Donc c'est pour ça qu'on crée des propres chats. En fait, c'est des agents conversationnels. À la fin, c'est la même chose qu'avant. Sauf que, important aussi, je ne l'ai pas dit, les agents conversationnels, ça existe depuis 10 ou 15 ans. C'est le truc le plus déceptif de la planète. La petite dame blonde de la SNCF qui répond jamais à votre question, là en bas avec le casque, c'est super énervant. Alors pourquoi? Parce qu'avant, pour faire un chatbot, il fallait faire d'abord un projet rédactionnel. C'est-à-dire, j'ai des questions, voilà toutes les réponses possibles, et puis on apprenait au modèle à savoir ça. Maintenant, avec ChatGPT, c'est fini, en fait. Il a déjà appris, d'accord? Je fais court. Et c'est ça qui change la donne. Mais par contre, ça veut dire que toute votre production bascule dans de la data partagée, mais que c'est vrai qu'il y a cet accélérateur. Alors moi j'ai une question peut-être très bête parce qu'en plus je ne suis pas du tout enseignante. Moi j'étais intéressée justement par rapport à ce que vous disiez plutôt au début, les simulateurs entre guillemets, hein, je vais faire un petit résumé comme ça. Est-ce que vous avez des retours des entreprises déjà sur des jeunes qui ont été formés comme ça? Et est-ce qu'ils considèrent, notamment sur des métiers très pointus, techniques, qu'effectivement la formation est égale à une formation classique ou mieux? Égale ou supérieure. Voilà. Alors ça dépend, il y a énormément de paramètres. On va dire que ce n'est pas une technologie qui est miraculeuse. Il faut faire en sorte que justement l'application en réalité virtuelle corresponde véritablement aux objectifs pédagogiques. Très souvent, moi, ce que j'ai pu voir sur des mauvaises applications, c'est qu'il n'y avait pas justement l'ingénierie pédagogique qui était suffisamment intégrée, impliquée dans la création. C'était très technophile. Et entre guillemets, c'était un délire d'ingénieur, mais qui ne correspondait pas forcément aux attendus. Et c'est là, je pense, toute la difficulté dans la plupart des applications, c'est faire en sorte que l'ingénierie pédagogique, les développeurs qui vont créer du contenu, se parlent pour faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit pertinent par rapport aux usages. Et juste pour répondre à votre question, je termine. Pour répondre à votre question, des retours d'entreprises qui ont été formées par des écoles, non, pas encore, parce que c'est très expérimental. Par contre, des jeunes qui arrivent en entreprise formés sur des nouvelles machines de prod, oui, ça, on a des retours. Et ça, c'est plutôt positif. Mais dans les écoles, ça commence tout juste, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais tout ça a un coût de matériel. Enfin, autant de ChatGPT, le truc est à votre disposition, enfin, il y a des choses à faire, mais autant la réalité virtuelle, il y a un investissement en matériel et puis un investissement pour créer les expériences immersives. Pour conclure, merci à tous. Voilà, c'est bien ça comme conclusion. Merci beaucoup.